On ne badine pas avec l'amour. Le titre de cette pièce de théâtre d'Alfred de Musset, tu seras d'accord avec moi, sonne comme un proverbe. Effectivement, la comédie proverbe est un genre théâtral à part entière. Musset s'inspire donc de cette tradition qui consistait, au XVIIIe siècle, dans les salons, à improviser quelques scènes pour illustrer un proverbe connu. L'objectif, les spectateurs devaient le deviner. On ne badine pas avec l'amour semble être une mise en garde. Attention, il est risqué, voire dangereux, de jouer avec l'amour. Justement, les jeux sont au centre du parcours associé, les jeux du cœur et de la parole. Je te propose dans cette vidéo de te donner quelques infos sur Alfred de Musset, sur les secrets de fabrication de sa pièce, sur ses principales caractéristiques et sur ses personnages clés. Surtout, je décrypte avec toi le parcours associé. A tout de suite. Focus sur Alfred de Musset qui est un jeune prodige. Dès l'âge de 20 ans, il éblouit le monde littéraire parisien avec son premier recueil poétique. Il faut dire qu'il est bercé par les lettres. Musset est issu d'une famille cultivée et son père a publié les œuvres de Jean-Jacques Rousseau, philosophe des Lumières que tu connais. Alfred de Musset est donc un romancier, poète et dramaturge, autrement dit auteur de pièces de théâtre, comme On ne badine pas avec l'amour, ou Lorenzaccio, un chef-d'œuvre romantique. Justement, retiens bien que l'écrivain est une figure incontournable du romantisme. Petit récap sur ce mouvement littéraire du 19e siècle, la chute de Napoléon à Waterloo, le retour de la monarchie absolue, déçoivent les jeunes auteurs romantiques. Ils sont désabusés, désenchantés, ce que l'on appelle le mal du siècle. Ils expriment donc leurs tourments intérieurs, leurs émotions intimes, souvent teintées de mélancolie. Plusieurs échappatoires, l'amour idéalisé, la nature qu'il célèbre, le passé ou les univers des paysans. Premier secret de fabrication, quand il écrit « On ne badine pas avec l'amour », Musset vient de se séparer pour la première fois de George Sand, une romancière très célèbre avec laquelle il entretient une liaison tumultueuse, mouvementée. Ce n'est donc pas un hasard si sa pièce parle de jeux de séduction, d'amour, d'orgueil, de trahison, de souffrance. Pour te rafraîchir la mémoire, je résume l'intrigue en quelques phrases. Le baron envisage d'unir son fils Perdiccand et sa nièce Camille. Toutefois, redoutant la douleur de l'amour, Camille rejette cette proposition, choisissant plutôt de rejoindre le couvent. Blessé par son refus, Perdiccand se tourne vers Rosette, la sœur de lait de Camille, en lui faisant la cour. Ce comportement déclenche une série de vengeances, de rivalités et de dénis amoureux qui auront une issue tragique. On ne badine pas avec l'amour n'est cependant pas une tragédie, mais un drame romantique. Selon Victor Hugo, ce sous-genre théâtral a une particularité. Il mélange le grotesque et le sublime, la tragédie et la comédie, qui étaient jusque-là séparées. Deuxième chose à retenir, le drame romantique n'obéit plus à la fameuse règle des 3 unités classiques. De temps, une action en 24 heures, de lieu, un seul cadre spatial, et d'action, une intrigue unique. Cette pièce semble se dérouler sur plusieurs jours. Les décors sont nombreux, tu peux essayer de les compter, il y en a 11. Enfin, la bienséance, autrement dit le fait de ne pas choquer le public avec des scènes crues de duel, de suicide, n'est plus de mise. Justement, les personnages sont caractéristiques du drame romantique. Le grotesque ou le comique se manifeste à travers Maître Blasius ou Maître Briden, 2 ecclésiastiques également gros, également sots. Ils sont obnubilés par des plaisirs bien terrestres, comme la nourriture et le bon vin. Le sublime est plutôt incarné par les 2 personnages principaux. Perdiccand, un jeune homme beau, séducteur, qui vient d'obtenir son diplôme de docteur à Paris, et qui admire la nature, ce qui fait écho au romantique. Et Camille, bien sûr, cousine de Perdiccand, qui a une vision idéalisée de l'amour, mais de l'amour divin, qui est constant, absolu. Elle incarne aussi une certaine forme de désenchantement. Elle semble parfois déçue du monde qui l'entoure. Elle a envie d'aimer, de tomber amoureuse, mais a peur de souffrir. Un dernier petit secret de fabrication pour la route, Musset est refroidi. Le public a réservé un accueil glacial à sa première pièce. Il prend alors une décision audacieuse. Ses futures œuvres de théâtre ne seront plus destinées à être jouées sur scène, mais auront pour seule vocation d'être lues. C'est ce que le dramaturge appelle le spectacle dans un fauteuil. Allez, il est grand temps d'aborder le parcours associé. Décryptons d'abord le nom commun « jeu ». Il peut faire penser au théâtre.
le jeu des acteurs, jouer un rôle. Il évoque aussi des activités qui permettent de se divertir. Le jeu est souvent fixé par des règles qu'il ne faut a priori pas transgresser. Finalement, dans un jeu, il y a souvent des alliés et des adversaires, des gagnants et des perdants. Pour remporter la partie, il est nécessaire d'établir une stratégie. Les jeux du cœur peuvent te rappeler bien sûr les jeux de séduction. Mais quand on pense à cette idée de gagnant et de perdant, que l'on se réfère aussi au titre « On ne badine pas avec l'amour », on peut se demander dans quelle mesure ces jeux peuvent être également risqués, voire dangereux. La deuxième expression, jeu de parole, renvoie d'abord à cette notion qui est essentielle au théâtre. Les personnages ne peuvent recourir qu'à la parole, exprimer à voix haute ce qu'ils ressentent tout bas à travers un dialogue, une tirade, un monologue, des apartés. Dans cette pièce, nous verrons que la parole est instrumentalisée pour atteindre d'autres objectifs. Si je résume, les jeux du cœur sont-ils facilités par la parole? Les échanges vont-ils faire naître des confidences, créer une complicité, une intimité entre les personnages? Ou au contraire, la communication va-t-elle être un frein, un obstacle au sentiment, au bonheur? Une chose est sûre, les jeux du cœur sont au cœur de cette pièce. Il se manifeste dès l'acte 1, scène 2, lorsque le baron projette de marier son fils à sa cousine Camille. Donc d'organiser des retrouvailles qui puissent aboutir à un mariage arrangé. Le baron a pensé à tout et son salon devient une sorte de plateau de jeu grandeur nature. J'ai disposé les choses de manière à tout prévoir. Dans une certaine mesure, le baron se transforme en maître du jeu, en dramaturge presque, puisqu'il met en scène, pour son propre plaisir, les retrouvailles des jeunes gens qui deviennent quant à eux des sortes de pions. Il y a même une mise de départ, 6000 écus, que le baron a investi pour assurer une bonne éducation à Perdiccas et à Camille. Quelque part, il espère un retour sur investissement. Pour Perdiccas, créer d'emblée un jeu de séduction grâce à la parole est assez naturel. Il sait manier les mots. En d'autres termes, il maîtrise le badinage amoureux. Faire la cour à une femme à l'aide d'une conversation légère, comme te voilà grande Camille, et belle comme le jour. Mais bien sûr, rien ne va se passer comme prévu. Pour une raison bien simple. Camille, justement, refuse de jouer le jeu. Sa réplique « Excusez-moi » dans l'acte 1, scène 2, montre qu'elle ne veut pas embrasser Perdiccas lors de leur retrouvaille. Dans la scène suivante, quand Perdiccas lui propose de lui donner le bras pour faire un tour dans le village, Camille décline l'invitation à 3 reprises à l'aide d'adverbes négatifs. À la suite de ce refus, les cartes sont donc redistribuées. Le baron, qui pensait mener la danse, se retrouve rapidement submergé par les événements, au point d'avoir toujours un coup de retard. Par exemple, quand Maître Blasius, dans l'acte 2, lui confie que Camille entretient une correspondance secrète, il déclare « Je n'y comprends absolument rien ». Des paroles qui le ridiculisent et qui amuse bien sûr le lecteur, comme celle de Maître Blasius et Briden dans la pièce. Mais dans cette partie de vidéo, nous allons plutôt évoquer les échanges entre Perdiccas, Camille et Rosette. Justement, blessé dans son amour-propre, Perdiccas fait la cour à Rosette, une jeune paysanne qui est la sœur de laide Camille. Un triangle amoureux se forme. Le chiffre 3 rime avec désarroi. Un joueur est forcément lésé, désavantagé dans cette situation. Perdiccas et Camille vont jouer au jeu du chat et de la souris, tandis que Rosette en sera la victime. Ce qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la pièce d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, écrite à la fin du 19e siècle, et que tu as peut-être étudiée. Chez Musset, les mots choisis vont avoir toute leur importance, puisqu'ils vont être le reflet de sentiments, ou bien d'une stratégie utilisée par les personnages. La parole, allié ou adversaire des jeux du cœur? La parole peut d'abord être légère, séductrice, ce qui renvoie au badinage amoureux, et ce que Perdiccas maîtrise à la perfection. Camille sait également manier ce langage léger, galant, bien qu'elle l'utilise un peu moins. Dans l'acte 2, scène 5, elle fixe un rendez-vous à Perdiccas près d'une petite fontaine. « Je vous ai refusé un baiser, le voilà ». Note bien que Rosette, qui ignore les règles du jeu, n'a pas recours à cette conversation légère. La parole peut être ensuite dissimulatrice. Je te propose ici 2 façons d'interpréter cette idée. Les mots peuvent former une sorte de masque, de protection, pour voiler, cacher les sentiments des uns et des autres. Par exemple, quand Perdiccas prétend dans l'acte 2, scène 1, qu'il se contentera sans aucune difficulté de l'amitié de Camille. Touche-la, et soyons bons amis. Ton amour m'eût donné la vie, mais ton amitié m'en consolera. Des déclarations de façade qui cachent la complexité de ses sentiments. La parole peut également permettre de dissimuler la vérité. Elle devient donc un instrument, une
une arme en vue de formuler des mensonges. « Je t'aime, Rosette. Donne-moi ton cœur, cher enfant », déclare Perdiccas, bien qu'il ne soit pas réellement épris de la jeune femme. Dans cette même scène d'ailleurs, les répliques de Perdiccas sont également provocatrices. Le jeune homme sait que Camille, cachée derrière un arbre, l'entend déclarer sa flamme à Rosette. Il espère susciter une réaction chez sa cousine, faire naître de la jalousie, la blesser. Voilà ce qu'il déclare à Rosette à haute voix. « Et tu m'aimeras mieux que ces pâles statues fabriquées par les nonnes, qui ont la tête à la place du cœur. » Tu l'as compris, c'est Camille qu'il prend ici pour cible. Mais la jeune femme n'est pas dupe. Elle saisit le manège de Perdiccas. « Tu as voulu me lancer à tout prix quelques traits qui puissent m'atteindre. » Traits ici renvoient à des paroles blessantes. Dans la même scène, Camille provoque également Perdiccas. « Je ne vous aime pas, moi. Je n'ai pas été chercher par dépit cette malheureuse enfant au fond de sa chaumière, pour en faire un appât, un jouet. » Ici, la parole est à la fois accusatrice et mensongère. Camille est de mauvaise foi. Elle a demandé à Rosette de se cacher derrière un rideau pour lui prouver qu'elle a été manipulée. Camille, en fait, manipule également la jeune paysanne. La parole peut être persuasive, afin d'amener quelqu'un à croire en quelque chose, tout en faisant appel aux sentiments. Dans la tirade de l'acte 2, scène 5, Perdiccas tente de convaincre Camille qu'il a déjà sincèrement aimé, et qu'elle fait fausse route en fuyant l'amour. La citation est longue, je me contenterai de lire juste la fin. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé ». Je t'invite à retenir la citation en bleu. La parole peut aussi servir à mener une enquête intime, à y voir plus clair dans les sentiments, à travers des monologues par exemple. Dans l'acte 3, scène 2, Perdiccas s'interroge. Suis-je donc amoureux ? Un peu plus tard, c'est au tour de Camille de se poser des questions. Que se passe-t-il donc en moi ? Finalement, la parole peut être sincère et refléter une certaine forme de vérité. Le cœur, constitué de valets et de paysans, représente dans une certaine mesure la voie de la vérité, de la sagesse. Le cœur nous éclaire, nous alerte. Comme dans l'acte 3, scène 4, lorsqu'il prédit bien des malheurs à Rosette. Hélas, la pauvre fille ne sait pas quel danger elle court. Rosette, quant à elle, est toujours sincère dans sa démarche et dans ses mots. Camille reconnaît également dans l'acte 2, scène 5, « Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir ». Finalement, il faudra attendre l'acte 3, scène 6 pour que Perdiccas avoue ses sentiments, et l'acte 3, scène 8 pour que Camille ouvre enfin son cœur. En parallèle de la communication verbale, il y a aussi un langage du corps qui ne trompe pas. Les baisers, qui témoignent d'un certain désir. Les larmes, qui sont le signe de réels sentiments. La mort de Rosette, qui prouve qu'elle aimait très sincèrement Perdiccas. Mais tu seras d'accord avec moi, la parole est plutôt un obstacle au jeu du cœur et de la vérité. Alors qu'est-ce qui empêche Perdiccas et Camille d'être transparents l'un vis-à-vis de l'autre ? L'éducation d'abord. Et plus particulièrement l'éducation religieuse. Ce que Perdiccas déplore. Elles, les nonnes qui ont influencé le discours de Camille, ont coloré ta pensée virginale des gouttes de leur sang. L'éducation fait également référence aux principes que l'on impose aux femmes, qui sont autant de barrages pour les jeux du cœur. Il nous faut souvent jouer un rôle, souvent mentir. Deuxième solide rempart, l'orgueil. Autrement dit, l'amour-propre qui domine l'amour de l'autre, qui peut également créer un jeu d'escalade. Une vengeance en entraîne une autre. Dans le dénouement, Perdiccas apostrophe l'orgueil. Il est le plus fatal des conseillers humains. Tu noteras l'adjectif « fatal » qui renvoie à la mort. En effet, Rosette se donne la mort à la fin de la pièce. C'est un personnage sacrifié, la grande perdante de ce jeu cruel. Perdiccas d'ailleurs déclare dans le dénouement « Nous sommes deux enfants insensés et nous avons joué avec la vie et la mort. » Lui et Camille ne sortent pas indemnes. Ils se disent adieu. Dans une moindre mesure, le baron, qui rêvait d'un mariage, ne pourra jamais voir son souhait se réaliser. Une dernière réflexion avant de te laisser. Peut-on dire en somme que les dés étaient pipés ? Autrement dit que l'échec amoureux entre Camille et Perdiccas était joué d'avance ? Le baron parle lui-même d'une discordance affreuse entre les deux jeunes gens. Et à certains moments, tandis que Camille aborde des sujets sérieux, Perdiccas la complimente, la flatte. Ils ne semblent pas sur la même longueur d'onde. Mais Perdiccas ne dit-il pas lui aussi, dans une de ses tirades devenues célèbres, « Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. » J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce levé et abonne-toi à ma chaîne. À bientôt.